Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue et aujourd'hui on va parler des assistants vocaux. C'est un sujet qui me plaît tout particulièrement parce que je me fais souvent une réflexion, je me dis est-ce que mon grand-père ou même des gens beaucoup plus âgés ont déjà imaginé dans leur vie quand ils étaient plus jeunes de la fiction qui après est devenue réalité. Est-ce qu'ils se sont dit quand ils étaient plus jeunes un jour je parlerai avec une machine par exemple. Alors peut-être, mais peut-être que le concept de machine n'était même pas déjà vraiment défini. Hein. C'est mon grand-père ou ma grand-mère, ils ont connu l'arrivée du frigidaire, par exemple. Et pour nous, ça paraît quelque chose d'exceptionnel, alors qu'en réalité, aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien des gens. Et avoir un frigidaire chez soi qui refroidit ses aliments, c'est plus quelque chose de très étrange. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe aussi avec les assistants vocaux et c'est justement ce dont on va parler dans ce podcast. Il y a des choses qui nous paraissent vraiment impensables ou inimaginables ou vraiment pour le coup de la fiction. Hein, avant on parlait de voitures volantes, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et aujourd'hui il y a des concepts de voitures volantes qui fonctionnent très très bien. Donc voilà. Et on s'aperçoit qu'au final, les assistants vocaux, c'est vraiment aller très très vite. Aujourd'hui, pour vous citer les plus connus, on a le HomePod de Apple, donc qui fonctionne avec Siri derrière. On a Alexa de Amazon. On a également la Google Home avec Google Assistant derrière. Google Assistant que vous retrouvez également sur votre smartphone Android par exemple, ou vous pouvez aussi le retrouver sur votre iPhone si vous avez Google comme application. Et puis après évidemment il y a des comment dirais-je, pas des dérives mais des produits dérivés, j'aime pas trop dire ça pour ce type de choses, mais voilà, il y a Lenovo par exemple qui a fait un écran qui traduit visuellement et oralement ce que dit la Google Home par exemple. On a également le Google Home Hub qui fonctionne un peu de la même manière avec un écran. Donc voilà, ça se démocratise sur plusieurs supports. Il y a plein d'autres marques, LG, etc., qui ont fait des enceintes connectées qui embarquaient par exemple Google Assistant, etc. Donc aujourd'hui, si vous ne connaissez pas encore les assistants vocaux, tout le monde peut le tester. Alors déjà, il y en a à tous les prix, il y en a pour toutes les tailles, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais il suffit de prendre votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous avez au moins Siri dessus. Si vous avez un Android, vous avez au moins Google Assistant dessus. Enfin, voilà. Aujourd'hui, tout le monde quasiment peut tester un assistant vocal. Mais la question, c'est est-ce que les gens sont prêts ? Est-ce que les gens sont convaincus ? Ou est-ce que ça va faire un flop ? Comme les Google Glasses, par exemple, qui ont été annoncés, ça faisait un peu de bruit, machin truc, et au final, les gens étaient pas du tout prêts, et c'est tombé dans les oubliettes. Mais les assistants vocaux, c'est pas tout à fait la même chose, on va voir que ça marche beaucoup, beaucoup mieux. En fait, pour moi, il y a 3 règles d'acceptation dans toutes les révolutions technologiques. Et pour moi, l'assistant vocal est une réelle révolution technologique. Il y a donc 3 règles. La première, c'est que les gens pensent que c'est de la fiction. Ils en rigolent, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable pour eux. La deuxième chose, c'est que les gens ont peur. Quand ils commencent à voir que ça devient concret, les gens ont peur et rejettent. Et la troisième chose, c'est l'acceptation. Au bout d'un moment, ça rentre dans les mœurs, les gens acceptent ça, et du coup, voilà, on l'utilise un peu comme le frigidaire, quoi. Par exemple, si je vous donne l'exemple du drone, le drone au début c'était de la fiction. Faire voler une petite caméra ou un truc comme ça, c'était inimaginable parce qu'on n'avait pas les ressources, parce que même au tout début des drones, on s'apercevait que au niveau énergie, on n'avait pas assez d'énergie pour embarquer une batterie en l'air pendant hyper longtemps. Enfin, c'était vraiment les drones, c'était quelque chose au début, c'était de la fiction.
Après, on a eu peur, il y a eu toute une période, et encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, il y a eu toute une période où les drones, c'était vu comme l'arme de guerre qui allait tuer des gens, etc. Et puis, alors on parle même pas d'intelligence artificielle, mais si on mettait de l'intelligence artificielle dans les drones, ça allait être la fin de l'humanité, etc. Et aujourd'hui, les drones, on en achète dans des magasins, il y en a à Noël pour les enfants, enfin je veux dire, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs, qui est pas encore totalement rentré, mais qui rentre de plus en plus. L'intelligence artificielle, alors, sans parler d'intelligence artificielle forte, si on parle d'intelligence, de machine learning, qui est une machine qui apprend et qui restitue et qui apprend et qui restitue, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, avant, c'était de la fiction. On voyait ça dans les livres, on voyait ça dans des films, mais jamais on s'imaginait que l'intelligence artificielle, on pouvait l'utiliser. Aujourd'hui, on en a peur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça commence à se calmer, mais voilà, c'est quelque chose qui fait peur, l'intelligence artificielle. On se dit, est-ce que c'est ça qui va détruire l'humanité, machin, voilà. Et au final, sans s'en rendre compte, on est en train de l'accepter parce que du machine learning, il y en a partout. Quand vous utilisez Gmail, il y a du machine learning dedans. Quand vous utilisez YouTube, quand vous utilisez Facebook, quand vous naviguez sur Google, enfin, le machine learning, quand vous allez sur Amazon, enfin, je veux dire, le machine learning, il y en a partout, partout, partout. Et au final, au fur et à mesure, on l'accepte. Les smartphones, c'est pareil. Vous auriez dit, je sais pas, un chevalier ou même un mec de l'armée de Napoléon ou n'importe qui, que plus tard il allait avoir une plaque de verre dans sa main et il allait pouvoir appeler quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Pour lui, c'était de la fiction, c'était vraiment inimaginable. Quand c'est sorti au début les smartphones, on a eu peur, on s'est dit mais ça va tout changer. Ils savaient pas comment ça allait fonctionner. On a eu peur des ondes, on a eu peur de tellement de choses avec les téléphones. Et aujourd'hui, tout le monde, enfin quasiment tout le monde, a un téléphone. Je veux dire, c'est quelque chose de tellement courant d'avoir un téléphone dans sa poche ou collé à son oreille. Alors qu'il y a quelques temps encore, on disait mais ça va nous détruire le cerveau. Et puis il y a vraiment les réfractaires avec leur stylo et leur papier, etc. Pour vous citer d'autres exemples, on peut prendre l'exemple du cloud. Le cloud, c'était au début une fiction. Jamais on pensait pouvoir stocker des fichiers en dehors de son ordinateur, à part sur une clé USB ou autre, mais directement envoyé comme ça par Internet dans un endroit où on sait pas vraiment où, voilà. C'était vraiment de la fiction. Après, on a eu peur de la protection des données, on a eu peur de perdre ces données, etc. Et aujourd'hui, il suffit que vous utilisiez le cloud de Apple ou je sais pas Google Drive par exemple, vous utilisez du cloud. Donc voilà, c'est plus des choses qui font peur et on rentre de plus en plus dans l'acceptation. Et voilà, et ça, il y en a pour toutes les révolutions technologiques. Vraiment, vous pouvez me donner n'importe quelle révolution technologique. À chaque fois, c'est le même schéma. Les gens, pour eux, c'est de la fiction. Au début, ils y croient pas, ils rigolent. Ensuite, ça devient de la peur, et après, ça devient de l'acceptation. Un sujet beaucoup plus actuel. Quand on regarde, par exemple, la société Neuralink de Elon Musk, qui veut implanter des puces dans les cerveaux des enfants pour qu'ils puissent apprendre plus vite, pour qu'ils puissent stocker plus d'informations, pour qu'ils puissent réfléchir plus vite. Aujourd'hui, c'est de la fiction. Aujourd'hui, clairement, c'est de la fiction. Il y a plein de gens qui rigolent de Elon Musk quand il fait ça. N'empêche que Elon Musk, pour l'instant, il y a beaucoup de ses projets qui réussissent. Donc aujourd'hui ça paraît de la fiction. Le jour où ça va sortir, le jour où il va annoncer qu'il a réussi à implanter une puce sur le cerveau de quelqu'un, alors là je vous raconte pas la peur des gens. Oui, ça va devenir des robots. Voilà, de toute façon le transhumanisme en général c'est quelque chose qui fait ultra peur. Et puis peut-être que d'ici 30, 40, même peut-être moins 15 ans, ça sera quelque chose de tellement courant d'avoir une puce dans son cerveau que au final ça va plus faire peur à personne et qu'on aura totalement compris et apprivoisé cette technologie. Alors dans ces phases d'acceptation, à chaque fois il y a des personnes différentes qui interviennent. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les early adopters, c'est les personnes qui sont fans de technologie et qui veulent tout tester en premier.
Alors pour le coup, sur les assistants vocaux, je vous cache pas que la Google Home, alors du coup moi j'ai une Google Home, hein, et je l'ai vraiment acheté tout de suite. Je sais même pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai réussi à l'avoir un jour avant qu'elle sorte dans les magasins en France. Donc voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Mais j'étais ultra content. Donc je suis pas early adopter sur tous les objets high-tech, mais il y en a certains, franchement, ça me fait plaisir de les avoir et de les tester un peu en avant-première. Donc voilà, et les early adopters, c'est les premiers, alors c'est une toute petite partie de la population, hein, mais c'est les premiers qui vont tester ces nouveaux usages. Ensuite, il y a tous ceux qui vont être fans de high-tech ou qui aiment bien la high-tech, qui vont l'intégrer assez facilement, donc ça représente un petit peu plus gros pourcentage de la population. Et une fois que les early adopters et les fans de high-tech l'utilisent, c'est eux qui vont en fait transmettre le virus à la masse, et la masse va du coup l'utiliser. Et là, on en est plein dedans en ce moment, avec notamment les assistants vocaux. Là, en ce moment, on est dans une phase où c'est la masse qui l'utilise. Mais il y a un an de ça, on était très très loin que la masse l'utilise. C'était vraiment les fans de high-tech ou les early adopters qui achetaient ce genre de choses, quoi. Et en dernier, ceux qui sont convaincus, vraiment les derniers, parce qu'ils ont plus le choix, c'est les indécis. Les indécis, c'est ceux, si vous voulez, qui vous disaient il y a quelque temps, non mais jamais de ma vie j'aurai un téléphone, ça sert à rien, moi les cabines téléphoniques ça me suffit très bien, et au final il n'y a plus de cabines téléphoniques, donc ils sont obligés d'utiliser les téléphones. Voilà. Et puis c'est même parfois ceux qui après arrivent plus à s'en passer. Donc les indécis c'est les plus durs à convaincre, ça fait aussi c'est une toute petite partie de la population. Ce qu'il faut vraiment convaincre quand on est une marque, c'est de convertir la masse. Mais alors justement, comment on arrive à rentrer dans les mœurs ? Comme je vous le disais, quand la Google Home est sortie au début, c'était vraiment les fans de high-tech et les early adopters qui l'ont acheté, hein, qui l'ont testé. Ça a fait des vidéos, ça a fait un peu de résonance, etc. Ils en ont parlé à leur réseau. Il y en a qui ont dit oui, c'était gadget, machin truc. Alors oui, certes, c'est gadget. Hein, on y reviendra dessus, mais voilà, au début, c'était vraiment une infime partie de la population qui l'utilisait. Et après, ils ont créé. Alors, il y a aussi des techniques marketing. Hein, par exemple. La Google Home Mini, hein, qui est une petite enceinte Google Home. Aujourd'hui, si vous inscrivez à un compte Spotify Family, ils ont fait un partenariat donc avec Spotify, et du coup vous recevez une Google Home Mini gratuitement. Voilà, Google Home Mini, pardon. De mémoire, ça coûte une 60aine d'euros. Donc voilà, pour un service à 14-15 euros par mois. Vous pouvez avoir une Google Home, c'est pas mal. Et en fait, ça se permet simplement de convertir la masse. Vous commandez un compte Spotify Family, clairement, ça cible les familles, et hop, cette famille reçoit une Google Home chez lui. Donc là, on est dans une phase où on est en train de convertir la masse à faire ça. Google, eux, ils se vantent d'avoir 1 milliard d'appareils Google, Google Assistant actifs. Alors évidemment c'est tout confondu, hein. C'est les téléphones, c'est les Google Home, c'est les télés, c'est les enceintes des autres marques, etc. Mais voilà, c'est un chiffre qui montre que Google Assistant est de plus en plus utilisé. Ça rentre de plus en plus dans le quotidien des gens, et du coup ça paraît de moins en moins bizarre. Les gens en ont de moins en moins peur, et on rentre plus dans une phase d'acceptation. Pour vous donner quelques chiffres, au dernier trimestre 2018, il y a eu 7,5 millions d'appareils qui ont été appareils assistants vocaux, hein, qui ont été livrés sur le continent européen, ce qui fait une croissance de 127%. Et c'est vraiment ce chiffre de croissance de 127% qui va nous faire comprendre que là, on rentre dans une phase d'acceptation, et du coup qu'on arrive à convertir ce qu'on appelle la masse. En 2018, en tout, c'est 16 millions d'enceintes intelligentes qui ont été écoulées, et les prévisions, c'est que d'ici 4 ans, il y aura 48 millions d'enceintes connectées, et que ça représentera le quart des équipements connectés domestiques. Donc en fait, c'est la deuxième catégorie des équipements domestiques après la télévision. Donc là, on est clairement dans de la masse qui se laisse convaincre, et on est clairement dans de l'acceptation. En France, c'est principalement la Google Home qui est la préférée des Français. Hein. Il y a 30% des Français qui utilisent Google Assistant, 17% qui utilisent Apple avec Siri, et 9% seulement qui utilisent Amazon.
Ça, c'est un chiffre qui change en fonction des pays. Par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus Alexa, donc de Amazon, qui est utilisé, et aux États-Unis et aux US, c'est beaucoup Siri d'Apple. Donc, c'est des chiffres qui peuvent être un peu étonnants, mais moi, je comprends totalement qu'en France, on préfère la Google Home. La Google Home, je trouve que c'est la meilleure optimisée pour la France. J'ai testé les 3 enceintes et moi, j'ai voté pour la Google Home, et c'est ce que j'utilise aussi au quotidien. C'est vraiment la meilleure enceinte française, je trouve, aujourd'hui. Et pourtant, quand on regarde en fait ces chiffres-là, on se dit que on n'a pas encore convaincu tout le monde. Il y a encore 54% des Français qui craignent pour leur sécurité numérique. Alors, moi, c'est un chiffre qui me fait un peu rire, mais je vous expliquerai pourquoi après. On voit qu'on est dans une phase d'acceptation, mais qu'on l'a pas encore totalement dépassé, cette phase-là. On voit qu'on est encore dans la phase où on apprend aux gens à accepter ce type de produit-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà dépassé la phase des Google Glasses qui ont fait un flop, où là, on était dans la peur, mais on n'a même pas enclenché la phase d'acceptation parce que tout de suite, le produit, à part les early adopters pour le coup, même les fans de high-tech, etc., n'ont pas vraiment testé, pas vraiment accroché, pas vraiment utilisé, et au final, c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. L'évolution des assistants, c'est quelque chose qui va être très important. Maintenant qu'on est dans cette phase d'acceptation, c'est quelque chose qui va être développé. Les entreprises qui font ces assistants vocaux, ils ont compris que les gens acceptaient ce type de produit, et du coup maintenant ils vont leur servir ils vont leur fournir des services supplémentaires. Par exemple, Google, ils ont annoncé que ils vont intégrer Google Assistant dans G Suite. Donc G Suite, c'est toutes les applications de Google que vous utilisez. Par exemple, dans l'agenda ou dans Gmail, etc., vous allez pouvoir utiliser Google Assistant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi j'ai souvent cette réflexion-là, aujourd'hui c'est encore un peu gadget. C'est-à-dire que ça dépend qui l'utilise. Moi, quand on vient chez moi et qu'on utilise ma Google Home, on me dit oui, c'est gadget. Alors oui, c'est gadget parce que vous lui demandez de mettre la musique ou des choses comme ça. Après, moi j'en ai une utilisation vraiment quotidienne. Ça a remplacé certains de mes usages, ça a remplacé certains de mes outils. C'est vrai qu'être chez soi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans mon quotidien. Par exemple, quand je fais la cuisine, je lui demande un minuteur pour les pâtes. Quand je suis dans mon canapé, je lui demande d'allumer ma télé, ou je lui demande d'allumer ma lumière, etc., etc. Alors oui, c'est gadget. Très bien, j'aurais très bien pu aller allumer ma télé avec la télécommande, ou me déplacer de mon canapé pour allumer la lumière, ou mettre un minuteur sur mon téléphone. Mais le but de la technologie, c'est pas d'avoir beaucoup de technologie et au final de plus s'en sortir, c'est justement de proposer des outils qui font de plus en plus de choses et qui permettent de vous simplifier la vie. Et je trouve que la Google Home, la Google Home ou tous les assistants vocaux, sa vraie valeur ajoutée, c'est ça, c'est que ça nous permet de simplifier la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de parler à un objet pour qu'il fasse la tâche que vous lui avez demandé? Moi, si demain, je sais pas, mais imaginons que ce soit hyper poussé et que je puisse faire mes montages vidéo uniquement avec la voix, je dirais lecture, pause, coupe les 2 dernières secondes, etc. Ça irait tellement plus vite qu'avec une souris et un clavier. Mais aujourd'hui, on utilise la souris et le clavier, et du coup, on a l'impression que c'est ça, et c'est uniquement ça qui est le plus simple à faire. Mais en réalité, il y a sûrement des choses beaucoup plus simples. Et je trouve que l'assistant vocal, c'est quelque chose, c'est rare quand ça arrive, mais c'est vraiment un des outils technologiques qui nous permet d'aller plus loin dans la continuité des outils qu'on utilise au quotidien, et qui nous permet de faire des tâches beaucoup plus simplement. Par exemple, le matin, quand je me réveille, je lui dis bonjour, et j'ai programmé tout un tas de trucs qui fait que il allume ma lumière, il me donne les infos, il me dit mon agenda de la journée, qu'est-ce qu'il fait d'autre, alors je sais plus, mais voilà, en fait c'est tout un tas de tâches où ça m'aurait pris peut-être beaucoup plus de temps d'aller regarder la météo sur mon téléphone, ensuite de quitter l'application top, d'aller sur l'application agenda, ensuite de me déplacer jusqu'à la lumière pour l'allumer. Au final, j'ai juste à dire bonjour et tout ça s'enchaîne automatiquement. Alors pourquoi ça a vocation à évoluer aussi, les assistants vocaux, c'est que notamment, alors
là je parle plus de Google que des autres, mais notamment par exemple Google, ils laissent des applications ouvertes aux développeurs. Donc il y a plein d'applications qui sortent. Pour vous en citer quelques-unes, il y a par exemple l'application Mythic, où il y a une assistante virtuelle qui vous donne des conseils. Voilà, pour être plus attirant, etc. Il y a l'application Recettes du moment qui vous permet d'avoir une sélection de recettes pour changer un peu toutes les semaines, etc. Il y a l'application Souffleur de rêve qui vous permet de raconter des histoires à vos enfants. Bon, alors après, je dis pas que je cautionne tout, hein. Je pense que la relation parent-enfant est encore importante et que ça, c'est pas grave si ça nous prend un peu de temps, mais bon, à savoir que ça existe. Et puis il y a même des dérives. Alors ça, évidemment, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort ou un nouveau truc qui sort, il y a toujours une phase de dérive avant de revenir et d'être régulé à quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus intelligent. Il y a par exemple eu des dérives. Alors Amazon a dit que c'était pas eux, mais sur Amazon Prime Video, donc qui est le concurrent de Netflix fait par Amazon en gros, sur Amazon Prime Video, il y a des films qui ont été doublés donc en version française, qui ont été doublés avec Alexa de Amazon. Donc ça a une voix très robotique, etc. C'est pas hyper intéressant, mais aujourd'hui c'est pas très intéressant. Mais imaginons que demain les voix qui sortent de ces assistants vocaux soient hyper personnalisables, soient ultra fluides et qu'on ait l'impression de vraiment parler à un humain. Un comédien qui fait du doublage, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Alors peut-être que ça permettrait de réduire les coûts sur certains films ou certaines productions pour les doubler en plein d'autres langues. Tout ça pour vous dire que on en est qu'au début. Bien qu'on soit dans une phase d'acceptation, on en est qu'au début. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Si vous êtes parmi les indécis ou encore la masse non convaincue qui pense que c'est un gadget, je vous invite vraiment à commencer à adopter ce genre de technologie parce que c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Là, il suffit de regarder le chemin que ça a fait en 1 an, parce que vous risqueriez d'être dépassé si demain, alors comme le dit Amazon par exemple, ils veulent que Alexa prenne une forme humaine, une forme humanoïde. Alors certes, pour l'instant c'est de la fiction, mais rappelez-vous ce qu'on a dit dès le début. D'abord on a de la fiction, après quand ça commence à se concrétiser, on rentre dans de la peur, et après on rentre dans de l'acceptation. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement délirant que Alexa soit aussi un robot. Demain, on en aura sûrement peur parce qu'on va se dire, attendez, là il y a un robot qui marche et qui me parle. Et puis après, on en verra partout dans la rue et ça nous intriguera même plus. C'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est qu'au début des assistants vocaux, que quand on apprend à l'utiliser, on s'aperçoit de l'avantage que ça a. Et vraiment on le considère plus comme un gadget, ou en tout cas de moins en moins, et puis plus ça va évoluer, moins ça va être un gadget, mais plus ça va être quelque chose d'utile au quotidien qui va nous simplifier la vie. Donc si vous n'avez pas encore d'assistants vocaux, je vous invite fortement à en avoir un. Il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous et qui colle vraiment pour le coup avec le titre que j'ai mis sur ce podcast, qui est: est-ce que ce sont des espions ? Alors ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, et c'est notamment la peur des assistants vocaux, c'est celle-là qui sortait en priorité. Oui, ils vont m'écouter tout le temps, ils vont récupérer mes données, ils vont tout connaître sur moi, etc. Alors, déjà, je vous arrête sur quelque chose. Google, Amazon, Facebook, Apple, tout ce que vous voulez, ils connaissent déjà tout sur vous. Ils n'ont pas besoin d'un assistant vocal pour ça. Alors, certes, ça leur permet d'avoir un point de contact supplémentaire, et c'est surtout sur ça que je veux m'arrêter. Mais concrètement, sur Facebook, même si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, Facebook a des données sur vous et ils savent exactement qui vous êtes. Donc, clairement, c'est pas parce que vous allez demander à Google la distance Terre-Lune que ça va absolument tout changer dans votre quotidien du jour au lendemain, dans les pubs que vous allez recevoir, etc. En revanche, là où c'est intéressant, c'est comme je viens de le dire, c'est un nouveau point de contact. Et qui dit nouveau point de contact, dit publicité. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'avait un peu marqué, c'était dans les stations essence, sur les endroits où vous savez, c'est marqué pour la carte bleue, etc. Il y a le temps que je me sers de l'essence de la pub qui est apparue
Alors je sais plus, c'était il y a 2-3 ans que ça m'avait fait ça. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit tiens, ils ont trouvé encore un espace publicitaire où mettre de la publicité. L'autre jour, j'ai vu de la pub dans des toilettes pour hommes aussi, dans les pissotières comme on pisse debout. Il y avait une pub affichée au mur et je me disais c'est marrant parce que en fait aujourd'hui, la grosse problématique des marques, c'est de trouver des nouveaux endroits ingénieux pour afficher de la publicité. Et d'ailleurs, ça rejoint très bien la stratégie de Facebook. Si Facebook a acheté WhatsApp et Instagram, c'est pas uniquement parce que c'était cool pour mettre de la photo et échanger des textes. C'est aussi que sinon, si Facebook voulait encore une croissance, ils allaient devoir transformer Facebook en Las Vegas. Las Vegas de la publicité, c'est ce qui a coûté la vie à Yahoo, notamment le moteur de recherche Yahoo, qui était un peu le Las Vegas à l'époque de la publicité. Et en fait, en achetant WhatsApp et Instagram, ça leur donne des nouveaux supports publicitaires, ça leur donne des nouveaux formats de publicité, par exemple avec les stories, par exemple même dans Messenger. Dans Messenger, maintenant, aujourd'hui, vous avez de la publicité. Donc c'est des nouvelles publicités qui s'adaptent en fait dans les applications ou dans les endroits où ils vont, et ça permet de toucher les gens vraiment au quotidien. Et là, pour le coup, ils sont vraiment rentrés dans le quotidien des gens grâce à l'assistant vocal, parce que c'est un outil qui va nous servir au quotidien, un peu comme Google. Moi, je considère vraiment l'assistant vocal comme le moteur de recherche Google. Voilà, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui se fait avec la voix et l'autre qui se fait à l'écrit. Mais aujourd'hui, on a des pubs dans Google. Et d'ailleurs, il y a Google qui a annoncé que on allait avoir bientôt, alors c'est pour l'instant uniquement sur téléphone et sur la télé, mais qu'on allait avoir des publicités sur l'assistant vocal de Google, du coup, sur le téléphone et sur la télévision, parce que pour l'instant c'est visuel. Mais qu'est-ce qui nous dit que demain, on va pas avoir de la pub avant une annonce? Imaginons, je demande à Google, à ma Google Home, je demande, bah voilà, donne-moi, je sais pas, le tabac le plus proche, et puis il me dit, alors non, le tabac c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a des lois contre ça. Je sais pas, je demande le restaurant le plus proche, et il me dit, par exemple, le restaurant le plus proche c'est machin chose, mais sinon, nous vous recommandons aussi le restaurant machin qui est à seulement 200 mètres de plus. Et le restaurant machin, eh ben eux, ils ont payé pour avoir cette annonce. Ça peut devenir ça. De toute façon, c'est un nouveau point de contact. Donc de toute façon, il y a un moment où on va avoir de la pub. Ça, c'est indéniable. Donc autant s'y préparer parce que c'est quelque chose qui va forcément un jour arriver. Il y a une autre info cette semaine qui est sortie sur Amazon qui écoute les conversations des gens Alexa. Alors là, il y a tout le monde qui enlève ses écouteurs, qui doit dire « Ah là là, c'est terrible, ils écoutent nos conversations. » Oui, Alexa écoute certaines des conversations de ses utilisateurs parce qu'en fait, ils veulent améliorer tout simplement leur assistant vocal. Donc, il y a des gens chez Amazon qui ont des casques et qui écoutent ce que disent les utilisateurs de Alexa. Tout simplement. Alors ça pose des problèmes de protection, vie privée, tout ça. Mais le but de ça, c'est pas de savoir ce que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner ou autre. C'est simplement de comprendre les questions qui sont posées à l'assistant vocal pour le faire évoluer. Donc comme je vous dis, on est vraiment dans une phase d'évolution. Il y a certainement des dérives, mais on est vraiment dans une phase où on apprend, on comprend, on voit ce qui se passe quand on pose telle et telle question, etc. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Et pour ça, il faut de temps en temps écouter ce qui se dit. Et je me répète un petit peu, mais comme je vous le disais, ils n'ont pas besoin d'écouter ce que vous dites à Alexa pour avoir des informations sur vous. Ils ont juste tout ce qu'il faut dans la poche parce que vous avez un téléphone, vous avez des applications, ils savent où vous allez, ils savent ce que vous tapez, ils savent ce que vous recherchez, ce que vous faites, etc., etc. Ils ont absolument pas besoin d'un assistant vocal pour avoir des informations, enfin quelques informations supplémentaires, mais en tout cas ils n'ont pas besoin de ça pour vous écouter. Votre comportement en dit bien plus sur vous que ce que vous pouvez demander à votre Google Home. Et au début je m'étais demandé, est-ce que les assistants vocaux, ça sert pas à rentrer dans le quotidien des gens, dans la maison carrément? Parce que dans le quotidien des gens, oui c'est évident, mais dans la maison, au début je me suis posé la question, et en fait je me suis dit, en vrai on a notre téléphone dans notre poche,
Ils ont pas besoin de ça, quoi. Mais c'est vrai que ça permet un nouveau point de contact supplémentaire. Par exemple, un minuteur, on le savait pas forcément avant que vous mettiez un minuteur. On sait que vous mangez, par exemple, si vous appelez un minuteur pâtes, ils savent que vous mangez des pâtes 3 fois par semaine. Enfin, du coup, ils peuvent en déduire votre comportement, etc. Ça, c'est des choses qui étaient déjà possibles avant, mais qui est renforcée avec de la donnée supplémentaire. Alors, mais ma question, ça va être, est-ce qu'il faut en avoir peur? Clairement, non. Je pense que de toute façon, on ne peut pas aller contre les révolutions technologiques, donc c'est mort déjà. Ça sert à rien, en tout cas, d'en avoir peur. Ça a une réelle valeur ajoutée, hein, le vocal en général et puis l'assistant vocal. Moi, je prends souvent cet exemple, mais c'est vrai que en Uber, quand un Uber vient me chercher, très régulièrement, pour pas avoir les mains sur son téléphone, il dicte à Waze ou à Google Maps ou peu importe le nom de la rue dans laquelle je veux aller. Pour lui, c'est plus simple. Bref, tout ça pour dire que ça a une vraie valeur ajoutée. On ne peut pas aller contre les révolutions technologiques. Il vaut mieux l'apprivoiser, la comprendre pour pouvoir évidemment la cadrer, mais aussi l'utiliser à bon escient et ne pas justement rentrer dans une phase de dérive comme on est en train de faire actuellement. Donc non, il faut pas en avoir peur. Par contre, il faut se renseigner, il faut comprendre, il faut appréhender le marché pour tout simplement pouvoir s'adapter. Et puis, si je veux terminer sur une note positive, c'est que il faut penser aussi à tous les emplois que ça crée. On dit souvent que les machines dans les supermarchés, ça enlève de l'emploi, etc. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Certes, ça crée des emplois d'ingénieurs, etc. qui vont développer du code, des développeurs pour faire ces machines-là. Mais pour le coup, les assistants vocaux, comme c'est une nouvelle niche, ça remplace aujourd'hui personne. Ça remplace des usages qu'on a dans notre quotidien, mais ça remplace pas une personne. Et aujourd'hui, il y a des emplois qui se créent autour du référencement naturel sur les assistants vocaux, parce que du coup, quand j'ai envie de chercher le tabac le plus proche ou le meilleur restaurant de Lyon ou autre, l'idée c'est que votre restaurant il apparaisse en premier. Et pas que sur Google, mais aussi sur ma Google Home. Et ça, c'est des métiers qui se créent. Donc voilà, il y a différentes choses aussi qui sont positives et que je trouve vraiment intéressantes avec les assistants vocaux. J'espère que ce podcast sur les assistants vocaux vous aura plu. Moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur mon utilisation de la Google Home, vous montrer justement que c'est pas que un gadget, mais que je m'en sers vraiment au quotidien et que ça me fait gagner du temps et que c'est intéressant, n'hésitez pas à me le demander sur Instagram. Vous avez le lien dans ma description. Il n'y a pas de questions cette semaine, donc du coup je réponds pas à une question cette semaine, mais pareil, si vous avez des questions comme la semaine dernière où j'ai répondu à la question de Stéphanie, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram où vous avez mon mail également. En tout cas, moi j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez beaucoup de retours à me faire dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis, c'est une seule fois, ça vous permet de rien louper, et puis moi ça m'aide à remonter et à avoir de plus en plus de personnes qui me suivent. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, salut.